Alors, balance des blancs un instant. Ouais, si tu balances des blancs, tu vas être heureux là. Ah, est-ce que tu peux dire quelques mots pour le 1, test 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais parler maintenant de l'étrange festival étrange. Oh là 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 là. Moi, j'ai toujours été attiré par déjà par la science-fiction, donc à la base la création d'univers différents, étranges souvent. Étrange, c'est Philippe K. Dick, étrange, c'est Frank Herbert. Donc quelque chose qui va, de par l'exploration, nous ramener forcément des informations sur le monde dans lequel on vit. En fait, je dirais que ça, c'est après réflexion, qu'il y a une part intuitive qui m'attire vers ces univers, et je pense qu'en retour, je peux parfois, du coup, regarder le monde comme étant étrange. C'est très étrange. La chose la plus étrange, je pense, c'est pas les films qu'on peut voir au Festival de l'étrange, bien qu'il y en ait quand même quelque chose comme ça, mais c'est l'étrangeté de notre monde. Sauf que nous, on s'y habitue. On s'y habitue, on vit, on est dedans. Donc on trouve ça normal d'être en train de parler à une boîte, dans une chambre rose. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'animaux. On parle comme si c'était important, d'une sorte de séance dans lesquelles 200, 300, 500 personnes sont assises les unes contre les autres en voyant des sortes d'images en mouvement, et des reproductions cognitives qui semblent leur provoquer différentes émotions, et tout ça est tout à fait normal. Mais en même temps, si on débarquait de l'espace et qu'on arrive au Festival de l'étrange, on se demanderait quelles sont ces étranges coutumes de ces êtres humains. Ben, encore plus étrange quand on allumerait la télé, qu'on verrait la politique et le reste. Alors là, on se dirait qu'on est une espèce très étrange. Ça nous amène aux films qui vont nous faire nous percevoir différemment. Et le sommet de ça, et de l'art cinématographique de ça, c'est effectivement Koyanis Katsi, Nakoi Katsi, Powa Katsi, Baraka, Samsara, tu vois, tout ça. Parce que ce sont des films qui sont à la base des documentaires, c'est-à-dire, enfin, il y a peu de mise en scène, il y a un peu de performance, tu vois, d'artisme, mais après tout, ça fait partie de la vie. Et la grande partie des choses, c'est de la captation. Sauf que l'agencement des plans va commencer, nous, à nous faire regarder notre société comme si on était en train de voir, comme si on était un extraterrestre qui regardait la Terre. Donc ça, c'est l'art du cinéaste. Et c'est l'art d'utiliser le cinéma aussi pour capter. Parce que nous, on voit le monde, on voit les nuages bouger à une certaine vitesse, les plantes, on ne les voit pas pousser parce qu'elles poussent trop lentement. Mais si on voyait à la vitesse de la nature, on verrait leur dimension vivante, leur interaction, leur sociabilité, tu vois, nous dans lesquels on n'est que des fantômes presque. C'est ce que font les films, quand ils vont prendre les rythmes de la nature et quand l'homme intervient, il devient un fantôme dans cette réalité-là. Et donc ça nous fait percevoir, pour moi, déjà d'autres rythmes qui nous font aussi prendre conscience de la nature vivante, de ce qui nous entoure. Et que quelque part, en tant que société, on lui dénigre, vu qu'on l'utilise, on l'exploite, on va dire. On a construit une surréalité qui nous fait oublier l'autre. Donc ces films sont là un peu peut-être pour rappeler. C'est très bien, si Baraka est parti dans une navette, je renvoyais le même, moi. Tu vas le baisser ton putain de calbut! Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Tous vos discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Quand j'ai écrit Vivo Boy,
avec Carlo de Buttini, on ne connaissait pas Tetsuo. C'est Marc Caro qui me l'a fait découvrir quand on était en train de fabriquer le film. Donc, c'est très étrange, cette sensation. C'est quand tu es en train de faire un film avec ton histoire en disant « je suis super, c'est unique ». Tu vois que tu n'es pas unique. Un Japonais de l'autre bout de la planète fait un truc totalement différent, mais avec la même idée centrale. Une sorte de super-héros sexué. Et c'était assez fascinant. En même temps, les films sont très différents, heureusement, dans le type moi, je suis plus... voilà, ils sont très différents. Et finalement, ils sont sortis ensemble au cinéma. C'est-à-dire qu'on a fait un double programme Vibro Boy Tetsuo, et le film est sorti, pendant 1 an, il passait dans le quartier latin, 1 an ou 2, puis il a fait une petite tournée et tout. Et quand je suis allé au Japon, j'ai rencontré Shinja Tsukamoto, qui avait du mal à croire que j'avais pas vu son film, mais avant de faire le mien. Mais voilà, là, ça c'est la réalité de l'histoire. Bien sûr, j'en ai entendu parler quand je le tournais. Et voilà, donc c'est un sentiment super bizarre, quoi. Blueberry a été construit autour de moi, ce que j'avais vécu avec les Indiens Shipibo, avec leur médecine traditionnelle des plantes, de l'ayahuasca. Et il se trouve que j'ai amené Marc Caro et Gaspard Noé en Amazonie, on a passé du temps, ils ont vécu l'expérience. C'est vrai que moi à Cannes, quand je me suis assis, que j'ai vu Enter the Void, et on était en plus, j'étais avec Vincent Ravalec et Anne Paris, qui était aussi du voyage, et Marc Caro, on a eu l'impression que c'était un nouvel opus, c'est-à-dire que c'est quelques jours en Amazonie, créativement, on fait Blueberry, d'autres mondes, moi j'ai fait 2 ou 3 livres sur le sujet. Moi c'est moi qui ai continué, qui suis toujours d'ailleurs lié à la médecine amazonienne, qui fait en Amazonie et tout. Mais en plus, il y a un film aussi important et magistral qu'Enter the Void, le film de Marc. Anne a écrit un film aussi qu'elle n'a pas réussi à faire, mais qui était inspiré par cette expérience. Donc on pourra dire que ce voyage en Amazonie, la rencontre avec le monde indigène et avec l'ayahuasca, est un espèce d'énorme détonateur d'inspiration. D'inspiration de partager ces expériences qui sont assez étranges et belles. Blueberry, si j'avais pas rencontré les Shipibo, aurait eu certainement, ça aurait été un film mystique, un film sur le monde indien, un film sur les plantes aussi, mais il n'aurait pas eu cette forme visionnaire, tu vois, presque documentaire dans le film. Je n'aurais bien sûr pas fait d'autres mondes. Je n'aurais sans doute pas fait Darshan, puisque c'est un peu l'Amazonie qui m'a fait m'intéresser, ouvrir, à d'un coup pouvoir percevoir des choses très étranges comme intéressantes, ou en tout cas capable d'aller d'un coup partir avec une caméra, faire un film. Ça va m'offrir une liberté aussi. Comme la pratique de la médecine et ce que j'ai vécu là-bas m'a un peu aussi libéré de certaines ambitions, de certaines envies et de certaines peurs aussi. Je pense que, je sais pas si j'aurais fait 99 francs. Pendant que je tournais Blueberry, je me dis, j'ai appris qu'il y avait le projet de 99 francs, et je me disais, eux, ils vont s'amuser, parce que franchement, moi, là, je suis en train de porter un truc, en plus, c'est pour moi super important, je parle d'une chose vraiment sérieuse, et là, ils vont s'amuser, parce que franchement, il y a des choses à raconter sur la pub, tu vois, mais pas avec, en me disant, c'est pas mal aussi de faire ça, tu vois. Après, moi, je suis intuitif, c'est-à-dire, quand je reçois un scénario, je peux me dire, en lisant 90, faire le trajectoire d'un publicitaire qui déprime, vraiment, je pense, moi, autre chose à faire sur cette planète, surtout après ce que moi j'avais vécu et fait. Et bien, au contraire, il y a un moteur d'inspiration qui fait que tu as des idées. Et tu peux pas t'en empêcher, donc tu y vas.
Tu vois, et tu sais que tu vas apprendre pendant pourquoi il y a ça. Pourquoi ton inspiration, c'est-à-dire quelque chose, ton essence créative, réagit à ce scénario. Mais au début, il y a des scènes très drôles, mais il y a des choses qu'il faut réorganiser. Et l'esprit s'est tout de suite mis pour trouver des solutions. Tu ne peux pas l'empêcher. Comme tu pourrais lire un scénario beaucoup plus, avec une thématique qui te parle plus, tu lis le scénario, tu le fermes, tu dis c'est vraiment super, et le lendemain, tu n'as pas d'idée. Ben, là, tu vibres pas. Donc, il y a peut-être quelque chose de trop évident. Tu vois, et voilà. Après, tu enquêtes et tu te dis, oui, c'est peut-être le moment de revenir dans ta tribu après avoir fait l'Inde profonde, l'Inde mystique, l'Amazonie péruvienne, de revenir, tu vois, faire le travail qui est logique pour un cinéaste, c'est-à-dire de casser et de critiquer, ou en tout cas, de critiquer le système dans lequel on vit. Alors, tu peux le critiquer avec joie, et gaieté, créativité, mais c'est ça que j'ai compris, devoir faire un peu revenir dans ma tribu en fait. Ouais, ça c'était 99 francs. Après Chanel et Stravinsky, le Sacre du printemps, le fait que j'avais pas peur d'aller dans un film que je n'aurais jamais imaginé écrire à l'origine. J'aurais jamais imaginé écrire. Stravinsky m'intéresse beaucoup, en tout cas le Sacre du printemps et le compositeur comme artiste. La trajectoire de Coco Chanel est intéressante, mais je suis pas quelqu'un passionné vraiment, tu vois, enfin, beaucoup moins que par la musique, par la mode, vraiment. En même temps, c'est le personnage de Chanel, c'est pas la mode Chanel, c'est une femme d'aujourd'hui en 1912. Et cette confrontation, voilà. Mais j'ai cherché pendant pourquoi je raisonnais, mais j'avais envie de fabriquer ces images, j'avais envie d'aller dans les années 20, j'avais envie de raconter ces personnages. À l'époque, tu as un petit peu, tu as une sorte de film que tu aimerais voir, mais il passe pas dans les festivals, puis il passe pas non plus vraiment au cinéma, ou très peu. Là, d'un coup, ils sont là. Tu en as entendu parler, tu les découvres, ils vivent. Donc, voilà. J'ai ce souvenir de ça, et j'ai la joie de voir que le festival continue, qu'aujourd'hui il est encore plus important qu'avant, puisque aujourd'hui, ça s'est un petit peu quand même tassé dans les... on a à la fois plus de manières de voir des films, mais en même temps, il y a moins de films disponibles en salle dans l'exploitation commerciale que dans les années 90, 80, qui sont des films particuliers, un petit peu frontières, avec des niches de spectateurs. Voilà, ça, il n'y a plus trop. Donc l'étrange festival devient fondamental pour voir ces films en salle. Il y avait une vraie ouverture... pour un cinéma de genre, pour décalé à une époque dans les années 90. Moi, j'ai eu pas mal de chance, tu veux, de commencer à faire du genre avec le Doberman, mais en même temps, j'essuyais pas les plates parce qu'il y avait eu Caro Jeunet qui m'a permis de faire, tu vois, avec Délicatessen. Donc, quelque part, il y avait eu aussi une ouverture. Donc, moi, je suis arrivé dans un moment où c'est ce que je voulais faire. Je pense que, comme dans tous les territoires de la société, les choses se standardisent, s'uniformisent, s'appauvrissent aussi en partie. Il y a des belles choses dans, des fois, la standardisation, mais il y a généralement un appauvrissement. Et le cinéma est une industrie, et donc dans les moments où on doit serrer les vis parce que c'est plus dur, ceux qui dégustent, c'est les projets atypiques. Donc moi, comme j'ai fait plusieurs films et que j'existe déjà, je peux en produire. Mais pour les jeunes qui commencent, c'est très très difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a plus l'ouverture qu'il y avait, je pense, à cette époque. Voilà comment... voilà ce que je pense aujourd'hui du système. C'est de façon moins facile pour tout le monde, un peu plus compliqué, mais encore plus pour ceux qui commencent.